Bonjour, bienvenue dans le cours Intelligence artificielle distribuée. Dont nous allons donc dans ce cours au départ vous présenter les principales références bibliographiques. Je commence par le livre Les systèmes multi-agents vers une intelligence collective en 1995 de Jacques Ferber. Par la suite, les systèmes multi-agents 2017, le cours de Tawfiq Mrir et aussi le document Introduction to Multi-Agent Logic-Based Reactive and Hybrid Architecture de Alexander Kleiner et Bernard Nibel. La quatrième référence bibliographique que nous allons utiliser, c'est un article qui est actuellement soumis à la conférence ECORS et nous avons fait exprès que nous allons utiliser un article qui est soumis car en fait notre objectif de base c'est au niveau de ce cours, c'est de vous aider à exprimer vos idées, à exprimer si vous avez une nouvelle approche intelligence artificielle distribuée. Vous pouvez l'exprimer, vous pouvez la déposer vous-même comme sous forme d'un article. Donc cet article intitulé Smart Software Solution for Dynamic Shortest Path Problem, qui est écrit par moi-même et Monsieur Omar Kamouni, Monsieur Mohamed Boudrea. Il va être l'objet de chapitre 3, là où vous êtes invité à critiquer le contenu de cet article et le faire évoluer et pourquoi pas le remplacer l'architecture qui a été présentée au niveau de cet article par une architecture de votre part. Et donc le plan de ce cours sera un premier chapitre, une introduction à l'intelligence artificielle distribuée au niveau de laquelle nous allons essayer de répondre à la question pourquoi ce cours. Par la suite, nous allons présenter une définition de l'intelligence artificielle distribuée. Pour ce faire, nous allons partir de l'algorithmique en passant par l'intelligence artificielle et en arrivant à l'intelligence artificielle distribuée comme filière de l'intelligence artificielle. Nous allons donc ainsi répondre à la question pourquoi un ingénieur ou un chercheur doit maîtriser l'intelligence artificielle et en particulier la nouvelle branche, l'intelligence artificielle distribuée. Nous allons aussi, au niveau d'un deuxième chapitre, prendre un exemple d'intelligence artificielle distribuée. Nous allons dire un exemple très générique, là où il pourrait modéliser presque toutes les solutions qu'on pourrait apporter au niveau de l'intelligence artificielle distribuée. Et cette solution, donc, comme exemple, va être présentée ainsi que les diverses architectures relatives. Et par la suite, nous allons vous inviter à comprendre, critiquer, faire évoluer ou même écrire votre propre architecture comme solution IAD. Le troisième chapitre, comme je vous ai dit, nous allons partir d'une solution proposée, nous allons essayer de la lire, la comprendre, la critiquer et la faire évoluer vers les 10 premiers jours de novembre, je crois le 9 novembre, nous allons avoir une réponse à cet article. Nous allons la joindre à cet article pour pouvoir l'utiliser afin de faire évoluer donc la solution système multi-agent proposée et appliquée pour un problème qui est le problème du plus court chemin dynamique. Dans un quatrième chapitre, nous allons présenter les techniques IAD et les nouvelles approches, comment nous avons la possibilité de présenter des simulations et donc une validation pratique d'une nouvelle approche. Comme introduction, donc nous allons commencer par chercher une réponse à cette question. Pourquoi faut-il étudier l'intelligence artificielle distribuée? C'est quoi l'apport pour un ingénieur? C'est quoi l'apport pour un chercheur? Alors, afin de répondre à cette question, je vais revenir à environ 4000 ans en arrière et nous allons présenter les premières traces de l'algorithmique avec les Babyloniens, l'actuel donc Medinat Babel, l'actuel Irak. Les Babyloniens, il y a de
4000 ans, ils ont présenté une écriture qui s'appelle l'écriture cuniforme. Pour écrire par exemple 30, il suffit d'écrire 3 symboles de cette manière. Là, en fait, pour écrire 55, nous allons utiliser 5 symboles de 10. Donc, ce symbole représente le nombre 10. Et 5 symboles de 1, donc ce symbole représente le nombre 1. Mais pour écrire, par exemple, 7200, ce qui est donc remarquable que les Babyloniens, 4000 ans en arrière, ils ont utilisé une écriture binaire à base 60. Et là, cette écriture, c'est pour dire 2 fois 60 à la puissance 2. Et là, les deux zéros, donc pour 0 fois 60 à la puissance 1 et 0 fois 60 à la puissance 0. Ce qui nous donne 7200. Et cette écriture, si nous allons ajouter 30 et 2, donc ça fait 7232. « 300 ans avant Jésus, nous avons un premier algorithme qui est l'algorithme d'Euclide, et 900 ans, l'année 900, nous avons le livre d'Al-Khwarizmi qui présente un ensemble de solutions algorithmiques qui ont été déjà présentées avant Al-Khwarizmi. Alors là, je vais réviser avec vous 3 dates très importantes, et ils représentent l'invention de 3 machines très intéressantes au niveau de l'informatique et au niveau de la recherche de manière générale. Je commence par l'année 1642 avec le français Blaise Pascal. Il a inventé Pascaline, c'est l'équivalent de la calculatrice d'aujourd'hui, et c'est une première machine, c'est la première fois que l'homme passe d'une solution algorithmique vers une machine qui exécute cette solution algorithmique. Alan Turing, en 1937, il a finalisé sa machine virtuelle, la machine de Turing, qui est composée principalement de 3 éléments. Le premier, un ruban infini, là où il y a plusieurs cases. Sur chaque case, nous avons la possibilité d'écrire ou de lire. Ceci peut se faire à l'aide d'une tête de lecture-écriture qui a la possibilité, en plus de lire et écrire ce qu'il y a au niveau d'une case, elle a la possibilité de faire un déplacement soit à gauche, soit à droite. La troisième composante, c'est une table de transition qui représente la solution algorithmique. Et chaque transition, elle dicte à la tête de lecture-écriture ce qu'elle doit faire. Cette transition, lire vide, écrire vide, faire un déplacement à gauche. Ceci veut dire si la tête de lecture-écriture, elle a comme lecture une case vide, elle doit écrire une case vide et elle doit faire un déplacement à gauche. Je prends le cas où nous avons ici une transition, lire 1, écrire 1, faire un déplacement à droite. Donc la tête, si elle va lire 1, elle doit écrire 1 et elle doit faire un déplacement à droite. C'était une machine qui a la possibilité de traduire n'importe quelle solution algorithmique et l'exécuter à l'aide de cette tête de lecture-écriture et ce ruban. Alan Turing a fait la démonstration que pour tout problème non déterministe polynomial, nous avons la possibilité de l'exécuter sur une machine de Turing non déterministe. Tout problème qui est déterministe polynomial, nous avons la possibilité de présenter une table de transition déterministe et nous avons la possibilité de l'exécuter sur une machine de Turing déterministe. Donc la machine de Turing est dite non déterministe si, pour lire le même caractère, nous avons 2 transitions qui nous permettent de passer à 2 états différents. Et
dans ce cas, on dit que la machine du Turing non déterministe. Alors, la machine du Turing était à la base de la création des ordinateurs d'aujourd'hui, comme le processeur fonctionne exactement de la même manière. Ce que nous avons fait aujourd'hui avec les processeurs i5, i7, nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs machines du Turing à la fois. La machine du Turing aussi est à la base de la classification des problèmes, puisque tout problème où nous avons la possibilité de le résoudre par une machine du Turing non déterministe est classé en tant qu'un problème non déterministe polynomial. Et si la table de transition est déterministe, le problème est dit déterministe polynomial. S'il n'y a pas une solution avec la machine du Turing, nous sommes donc dans la classe non déterministe polynomial difficile. Cette classification a fait de sorte que les ordinateurs et les solutions algorithmiques peuvent résoudre uniquement les problèmes non déterministes polynomiaux. Mais pour les problèmes un peu difficiles, on doit passer par des solutions de l'intelligence artificielle afin d'approximer ces problèmes qui appartiennent à la classe non déterministe polynomiale difficile. Alors, en 1949, nous avons les règles d'apprentissage qui ont été présentées. En 1957, nous avons la démonstration automatique de théorème par l'intelligence artificielle et nous avons dans ce cas un agent à base logique. En 1958, nous avons le modèle du perceptron. Là, je vais vous annoncer donc que l'agent artificiel, c'est un objet qui est en interaction avec un autre objet dit environnement. Et notre objet agent, il a la possibilité de transformer à partir de son environnement, il a la possibilité de récolter des informations. Ces informations peuvent être utilisées comme conditions pour élaborer des règles. Et ces règles vont permettre à l'agent à agir sous forme d'action sur l'objet environnement. Je vais prendre un premier exemple. Nous allons prendre une voiture. Là où, au niveau de la perception, l'agent voiture a la possibilité, à partir de son environnement, de détecter par exemple s'il s'agit d'un feu vert. Et dans ce cas, il va faire la condition suivante: si feu vert, alors traverser la route comme règle. Cette règle, donc, elle va permettre à la voiture de traverser la route sans problème. Si, donc, une autre perception, si feu orange, dans ce cas, la condition sera si feu orange et y a-t-il une voiture qui est juste derrière et qui est très proche. Donc, si voiture rouge et il n'y a pas de voiture par derrière très proche, donc on pourrait s'arrêter sans risque que la voiture par arrière nous pose problème. Si feu orange et il n'y a pas de voiture qui est juste en arrière, dans ce cas, on pourrait s'arrêter sans aucun problème. Par contre, s'il y a une voiture par arrière proche, dans ce cas, on doit passer tout en essayant d'être attentif. Si feu rouge, dans ce cas, au niveau des traitements, il suffit de donner la règle, il faut s'arrêter et comme action, arrêter immédiatement la voiture. Si je prends un autre exemple, l'exemple d'un robot qui est en train de parcourir une maison ou votre classe donc actuellement, on va dire que le robot il va vérifier s'il y a un obstacle en face. Dans ce cas, il doit s'arrêter. S'il n'y a pas d'obstacle, il pourrait continuer son parcours. Alors, au niveau de la perception, les capteurs de notre agent robot vont vérifier si au niveau de l'environnement, il y a un obstacle en face. Si obstacle, alors s'arrêter et l'action sur l'environnement, c'est de s'arrêter. S'il n'y a pas obstacle,
le robot pourrait continuer sa route et continuer donc l'exploration de la chambre ou l'exploration de votre classe. L'autre exemple qui est le perceptron. Nous avons dit tout à l'heure que nous allons utiliser les systèmes multi-agents car ça représente une modélisation générique. Et je m'explique ici. Un perceptron pourrait être considéré comme agent. Et nous allons voir que les éléments que nous avons présentés tout à l'heure sont réunis pour le modèle de perceptron. Là, ici, nous avons dit que notre agent perçoit des informations à partir de son environnement. Et pour un perceptron, x1, xn-1, xn, ce n'est autre que des informations à partir de l'environnement. W0, W1, Wn, ce sont des poids selon l'importance de chaque information. La fonction weighted sum permet de sommer les entrées. Et la fonction step function permet par la suite de générer une action par le perceptron qui consiste au départ à une opération de reconnaissance ou une opération de classification. Donc, si nous allons considérer que c'est un agent qui va percevoir les informations et il peut donc générer, après effectuer un certain traitement, il peut générer une action qui consiste à classer donc ce qu'il va apercevoir, il va le classer en tant que objet tel ou il peut le classer donc selon les diverses classes possibles là où il pourrait l'utiliser. Un perceptron a été au départ inspiré par le modèle visuel. Mais par la suite, lorsque nous avons utilisé les perceptrons dans des réseaux de neurones, et surtout dans des réseaux de neurones multicouches, nous étions en train de les utiliser comme des agents. Et le réseau de neurones, ce n'est autre qu'un système multi-agent. Alors, au départ, nous avons un seul agent, un seul perceptron, mais par la suite, et à partir de 1986, on a passé à l'intelligence artificielle distribuée, qui se base sur l'idée d'une pensée collective. Donc, au lieu de que chaque personne, chaque décideur réfléchisse sur une solution du problème, il suffit qu'un groupe cherche à résoudre le problème en effectuant donc une pensée en groupe. L'apparition de l'idée de pensée en groupe est apparue en 1986. En 1994, il y a eu carrément une organisation d'agents artificiels. En 1997, il y a eu un premier ordinateur qui a réussi à battre l'être humain. Et là, en fait, en jeu d'échecs, et le fait de battre l'être humain en jeu d'échecs, nous sommes en un problème de complexité à un P complet et non pas un P difficile. Mais j'attire votre attention que lorsque nous avons des problèmes à un P complet, mais le temps de décision est très important, dans ce cas, on fait aussi appel à des solutions intelligentes comme l'intelligence artificielle distribuée pour effectuer une pensée en équipe. En 1991, il y a eu l'utilisation de logiciels pour la gestion des flux logistiques à la guerre en Irak. On a utilisé carrément le système multi-agent pour effectuer la gestion des flux logistiques. Et c'était pour résoudre un problème de plus court chemin dynamique. En 2004, lancement du service Google Maps qui a été aussi appliqué au problème de plus court chemin dynamique pour trouver le meilleur itinéraire qui nous permet de passer d'une destination à une autre. En 2020, la société Neuro de Google, une filière de Google si vous voulez, a lancé un véhicule autonome. Les travaux ont commencé à partir de 2016, mais en 2020, on parle déjà d'une solution qui a été concrétisée. Pourquoi un ingénieur, un chercheur peut être invité donc
étudier l'intelligence artificielle distribuée. Simplement, dans votre travail, vous serez toujours face à la résolution des problèmes un peu difficiles. Et comme Alan Turing en 1937 a montré qu'une machine de Turing ne peut pas résoudre ces problèmes, donc vous êtes dans l'obligation d'apporter des solutions intelligentes pour résoudre ces problèmes. Et si les années 50 aux années 80 ont été marquées par l'idée d'utiliser un agent pour résoudre un problème avec l'intelligence artificielle, à partir des années 80, on a utilisé l'idée d'intelligence collective pour résoudre un problème un peu difficile en utilisant donc l'intelligence artificielle distribuée. Là où nous allons donc répartir la décision sur plusieurs agents qui vont chercher à résoudre ensemble un problème. Une approche appartenant à l'intelligence artificielle, un exemple, nous pouvons citer l'exemple des systèmes experts. Là où un agent à base logique, comme par exemple les solutions d'aide à décision qui ont été présentées sous forme de solutions logicielles, ont été développés dans la médecine. Par exemple, je cite le logiciel AidDiag, le logiciel assistant médical, le logiciel Simiologiste. Dans l'industrie, dans le domaine robotique, surtout vers les années 80 et à partir des années 80, dans les années 2000, on parle des machines autonomes. Aussi, on trouve donc à part donc les systèmes experts, on trouve la logique floue. Si les systèmes experts sont à la base de la logique binaire 0-1, la logique floue, elle permet d'avoir plusieurs états autres que 0 et 1. Un état peut ne pas être vrai ou faux, il peut avoir un autre état. Cette logique a été utilisée par exemple dans le domaine de freinage, ABS, là où nous avons donc profité de la logique floue pour optimiser le freinage des véhicules. Un agent, un perceptron représente des solutions de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on ajoute à ça le fait de penser en groupe, on passe à l'intelligence artificielle distribuée qui ont marqué les années 80, 90, 2000. Et les algorithmes inspirés de l'évolution biologique, génétique, de fourmis, de grenouilles, mimétiques algorithmes, sont des solutions qui utilisent l'idée d'avoir une décision collective. Si pour ces solutions de l'évolution biologique, les chromosomes, les fourmis, les grenouilles ne font aucun traitement pour résoudre un problème, ils profitent d'un certain système biologique traditionnel qui permet de aider à trouver la solution. Les réseaux de neurones utilisent principalement des fonctions statistiques qui permettent de décider. Pour un perceptron, utiliser plusieurs perceptrons, ça va permettre donc de effectuer une décision collective. Les systèmes multi-agents sont plus génériques, là où nous avons presque toutes les solutions intelligence artificielle distribuée appartiennent à ces systèmes multi-agents. Et le fait d'utiliser plusieurs agents pour prendre une décision, nous sommes en train d'étudier, de présenter une solution intelligente artificielle distribuée. Alors je prends l'exemple de plus court, je reprends si vous voulez avec l'exemple de plus court chemin dynamique et la solution de Google Maps. Alors en tapant ma destination actuelle, je vais donc taper sur le logiciel de Google Maps. Je pars de Rades. Ma destination c'est Ariana, l'ISI de Ariana. Et là, il me propose 3 solutions. Donc déjà, pour ce logiciel, il n'y a pas de solution optimale pour mon problème. Il a proposé ici, vous voyez en bleu, une première solution.
Et vous pouvez donc constater, c'est un premier itinéraire que je peux choisir afin d'atteindre ma destination à partir de Rhodes. Il y a un deuxième itinéraire en gris qui me permet d'atteindre ma destination. Et voilà une troisième solution. Une troisième solution qui me permet aussi d'atteindre ma destination. Pour chacune de ces solutions, il me dit que d'habitude, c'est entre 28 et 45 minutes pour la première, pour la deuxième entre 30 et 45, et pour la troisième entre 28 et 45 minutes. Il a représenté en rouge les points où il y a un embouteillage important, et il n'a pas proposé en fait quelle est la solution optimale. Il a juste m'indiqué 3 solutions possibles, pas certainement les meilleures. Et en plus, vu le cadre aléatoire du problème, comme il s'agit d'un problème de plus court chemin dynamique, il m'a dit que d'habitude c'est entre 28 et 45 minutes. Mais par contre, pour la distance, il m'a dit que celui en bleu est de 24,1 km. Et par exemple, celui-là est de 21,6 km. Et le troisième, c'est de 25,6 km, qui peut être une solution abordable. Alors, pour ce problème de plus court chemin dynamique, donc le logiciel Google Maps ne propose pas, et là je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire après des améliorations qu'il a été créé en 2004, nous sommes en 2020. Il y a toujours plusieurs solutions qui m'ont été indiquées et non pas une solution optimale. Pour une voiture autonome, là vous voyez en dessous de la voiture, il y a une sorte de radar qui permet de reconnaître s'il y a un feu rouge, vert ou peu importe c'est quoi le feu. Et selon ça, donc un logiciel lié à ces capteurs, il va permettre à la véhicule de prendre la décision adéquate. Alors, comme je vous ai dit, notre objectif principal au niveau de ce cours, c'est de vous aider principalement à comprendre les méthodes IAD, les critiquer et être capable à les faire évoluer ou même proposer votre approche intelligence artificielle distribuée. Pour ce faire, nous allons utiliser cette méthode. Donc, afin de comprendre une conception IAD, la critiquer, la faire évoluer, je vous propose principalement de passer par les définitions formelles. Et une fois nous avons effectué ces définitions de manière formelle, nous avons la possibilité de pouvoir critiquer les approches existantes et nous avons la possibilité même de les améliorer. Et dans ce cas, il faut effectuer des formulations théoriques. Et afin de réussir la validation théorique, il faut formellement présenter et formuler une nouvelle approche. Alors là, nous allons commencer par définir c'est quoi un programme, mais nous allons utiliser notre approche de définition formelle. Donc formellement, un programme A permettant de résoudre un problème P est un ensemble de séquences d'instructions I et une base de données D qui permet d'offrir les paramètres nécessaires à notre solution A et de mémoriser les résultats obtenus par A. Ceci nous permet de formuler un premier résultat théorique qui dit ce qui suit. Si notre solution algorithmique n'a besoin que des informations mémorisées dans D, et notre solution algorithmique permet de résoudre un problème P, ceci veut dire que à partir de D, nous avons A, et à partir de A, on pourrait résoudre P. Donc, à partir des données qu'on a, nous avons la possibilité de résoudre P. Si j'essaie de faire le lien un peu avec un agent, ceci veut dire si notre agent arrive à avoir des informations
dans D, et s'il est en train de résoudre une solution pour un problème déterministe ou non déterministe polynomial, s'il possède une solution algorithmique qui peut tourner à partir des données perçues, il a la possibilité de résoudre ce problème à partir des données. Alors, définition formelle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle IA est l'ensemble de théories et techniques notées TI mises en œuvre sous forme d'un programme intelligent noté AI, tel que AI nous permet de, je ne vais pas dire cette fois résoudre le problème P étoile, mais je vais dire approximer un problème P étoile. AI capable d'approximer un problème ou un ensemble de problèmes qui sont un peu difficiles. Nous allons définir c'est quoi un programme intelligent. Alors on dit que un programme intelligent AI, c'est un programme permettant d'approximer un ensemble de problèmes un peu difficiles. Il est composé d'un ensemble de programmes AI exploitant les techniques de l'intelligence artificielle, et il utilise une base de données dynamique dite DY, dénotée DY, qui représente l'ensemble des paramètres utilisés par AI. Si AI, il permet de résoudre P étoile, d'approximer si vous voulez P étoile, dans ce cas on dit que à partir d'une base de données qui va être mise, donc qui va être révisée, qui va être donc mise à jour, lors de la résolution d'un ensemble de problèmes P étoile, nous avons la possibilité de résoudre P étoile si AI existe. Un résultat ou peut-être un ensemble de résultats théoriques qu'on pourrait obtenir, ceci veut dire que AI ce n'est autre qu'un ensemble de solutions algorithmiques où chacune on pourrait l'utiliser en fonction ou l'instant qui a été là où elle a été demandée, et chacune combinée avec des approches de l'intelligence artificielle, elle nous permet de mettre à jour une base de données où chaque DI représente les valeurs enregistrées au niveau de Y à l'instant I. Et si nous avons la possibilité d'écrire P étoile comme l'union de plusieurs problèmes PI, ceci veut dire que le fait de résoudre PI à chaque instant I en fonction de temps, ceci veut dire que nous avons la possibilité d'approximer notre problème P étoile en effectuant donc, en présentant les diverses solutions de PI. Essayons maintenant d'exploiter ça pour définir l'intelligence artificielle distribuée. Alors, formellement, l'intelligence artificielle distribuée est le fait d'approximer P étoile par AI en utilisant un ensemble de n décideurs qui sont des objets OI, un ensemble de buts BI, tel que pour chaque décideur, nous allons associer à un but. Un ensemble de fonctions permettant de collecter les données dans DY et permettant de mémoriser aussi les résultats de AI dans DY. Les données vont être récoltées au fur et à mesure que AI sont en train de tenter d'approximer le problème P étoile. AI permet de résoudre P étoile, et P étoile ce n'est autre que l'union des divers buts à atteindre par les divers décideurs. Si AI permet d'approximer P étoile, donc nous avons une solution pour un problème IAD. Comme exemple d'approche intelligence artificielle, nous avons cité
les agents et les perceptrons. Donc un réseau de neurones, ce n'est autre qu'une solution IAD. Et un système multi-agent aussi, ce n'est autre qu'une solution IAD. Nous avons dit qu'un réseau de neurones pourrait être lui aussi modélisé sous forme d'un système multi-agent. C'est pour cela, dans le reste de ce cours, nous allons se concentrer sur les systèmes multi-agents comme un exemple de solution. Ceci dit, on pourrait utiliser donc toutes les solutions intelligentes au niveau de la conception d'un agent. Alors, c'est quoi la définition de notre système multi-agent? Alors, le système multi-agent est composé d'un environnement, si vous voulez un objet EN qui est l'environnement, un ensemble de décideurs qui sont des objets et qui sont les agents AG. On devrait avoir aussi une fonction de perception des données en EN, une fonction d'analyse des données perçues pour pouvoir mettre à jour notre base de données DY, une fonction de prise de décision pour pouvoir agir sur notre environnement, et la fonction d'analyse de données, elle permet de prendre les données à partir de DY et les analyser afin de déterminer c'est quoi l'action qu'on pourrait prendre. La fonction de perception, elle se limite à collecter les données dans DY. Si je reviens à notre définition IAD, donc là nous avons bien les divers décideurs qui sont des agents. Nous avons bien les buts, ce sont le fait d'optimiser une fonction et les fonctions qui permettent de mettre à jour DY. Donc là, nous avons les éléments de notre système multi-agent qui sont très proches d'une approche IAD ou de la méthode des diverses méthodes IAD, de la définition de l'intelligence artificielle distribuée dans le cas général. Alors, un exercice à la fin de ce chapitre, et pour les 3 premières questions, vous êtes invité à les résoudre et déposer votre réponse avant vendredi. Pour la question 4 et la question 5, vous avez la possibilité donc de continuer à travailler sur ces questions jusqu'à on arrive au chapitre 4, le dernier chapitre. En effet, donc d'ici vendredi, vous êtes invité à trouver une définition formelle des systèmes multi-agents, de donner d'autres exemples d'application d'un agent et d'un système multi-agent, de donner une conception d'un système multi-agent, et vous avez la possibilité de réfléchir d'ici qu'on atteint le chapitre 4 à présenter les structures de données d'un système multi-agent. Merci pour votre attention. Donc, nous avons dans ce chapitre défini l'intelligence artificielle distribuée et présenté les systèmes multi-agents comme exemple de l'approche IAD. Et lors du prochain chapitre, nous allons attaquer ensemble les systèmes multi-agents comme exemple de technique, comme exemple générique, comme on l'a dit, de la technique intelligence artificielle distribuée. Merci et à vendredi.